Les buveurs de vin ont été mis en scène par les peintres, les grands maîtres comme les petits maîtres. L'un d'entre eux, Manet, un des artistes les plus impliqués dans la peinture du vin, aimait à dire que l'art doit refléter la vie. Quand la peinture décrit l'univers du vin, elle n'échappe pas à cette règle. Elle est comme un documentaire, un journal. Il nous raconte l'histoire du vin dans toutes les couches de la société, quelles que soient les circonstances, la vie quotidienne, la vie sociale, l'ivresse, le savoir-boire. À toutes les époques, un thème est récurrent, celui du vin, marqueur social. Au XVIIIe siècle, l'ascension d'une nouvelle bourgeoisie marchande, en voie d'anoblissement, fait du savoir-boire, comme ici en Angleterre, un réel critère de distinction sociale. Les frères Clark, buvant du vin avec d'autres gentlemen, nous indiquent qu'à Londres, le goût n'est plus le privilège des plus nantis et qu'il déteint, dans une certaine mesure, sur la gentry et la grande bourgeoisie. C'est d'ailleurs la cible visée par les grands propriétaires bordelais de l'époque, tels les Ségur, avec Château Laffitte et Château Latour, et les Pontac, avec Château Aubryon. Ils sont à la tête d'importantes unités de production regroupant les meilleures terres. Le musée virtuel du vin a sélectionné 12 œuvres. Avant d'être présentées et commentées, le déjeuner des canotiers de Renoir est comme une mise en bouche. Le vin est mis en scène, situé à l'épicentre, il joue un rôle actif et contribue à créer une ambiance heureuse et sereine, propice à la joie de vivre ensemble, entre amis. Duncan Phillips dira de cette œuvre, elle est débordante d'une bonne humeur contagieuse. Les buveurs de vin, illustrés par les peintres, nous montrent les différents usages qu'ils en font. Il est le compagnon de leur vie quotidienne et de leur vie sociale, mais il peut être aussi le vin de l'ivresse, ou, à l'opposé, par bonheur, celui des connaisseurs. Du simple boire au raffiné savoir-boire, c'est un compagnon de tous les instants. Au quotidien, le vin est un aliment. Cette fresque illustre la charité chrétienne. Donner du pain à ceux qui sont affamés et du vin à ceux qui sont assoiffés. Quelques cent ans plus tard, la même scène pouvait être saisie aux hospices de Beaune. Il y avait tous les jours, à la porte de la cuverie, la même distribution aux pauvres. C'était reconnaître que le vin, comme le pain, était un produit de première nécessité. Il servait à combattre le froid en hiver et à se rafraîchir en été. Mais c'était beaucoup plus qu'une simple boisson. Redonnant forces et énergie, le vin était considéré comme un véritable aliment au fort pouvoir calorifique et porteur de nombreux sels minéraux. Enfin, l'eau au Moyen-Âge n'étant guère potable, il était nécessaire de la couper avec du vin. C'est aussi un remède. Au XIIIe siècle, on se plaît à constater que le vin est merveilleux pour les mélancoliques, les colériques et les cardiaques, pour ceux qui ont des problèmes au niveau du foie, de la vessie, de la circulation et particulièrement des artères. Il soulage une brutale élévation de température. Au début du XIXe siècle, le vin était considéré comme un tonique, un cordial très puissant. Louis Pasteur affirmera à l'Académie des sciences que le vin naturel peut être à bon droit considéré comme la plus saine, la plus hygiénique des boissons. C'est ainsi qu'un litre de vin blanc accompagne une carafe d'eau et une fiole de médicaments sur la table de nuit de la malade Félix Valeton, sa maîtresse fréquemment sujette à de fortes migraines. Il apporte également réconfort et cœur à l'ouvrage. La domination de vin rouge bon marché s'affirme au XIXe. Il se consomme sur le lieu de travail des ouvriers pour leur apporter non seulement rafraîchissement et forces accrues, mais aussi réconfort et du cœur à l'ouvrage. Saisis, en plein travail, accablés de fatigue, ces repasseuses témoignent du regard sans complaisance, mais non exempt de tendresse, que l'artiste semblait porter sur la classe ouvrière. Il est incisif, impitoyable. Les gestes ont une rare force expressive qui suggère l'impression d'instantané. La repasseuse de gauche s'étire et bâille, tenant d'une main une bouteille de vin, tandis que sa compagne, le dos voûté, continue obstinément sa tâche. Dans toutes les classes sociales,
Le vin fait partie de la vie familiale. Le XIXe siècle est aussi celui de l'ascension de la bourgeoisie parisienne. Changement de décor donc avec ces cristaux qui scintillent. Il s'agit du service Harcourt, dont la forme originelle a été créée par la maison Baccarat en 1841 et qui est encore vendue aujourd'hui. Le vin est bien sûr carafé. Il ne saurait en être autrement chez de grands bourgeois de l'époque, en l'occurrence la famille du peintre. La carafe de cristal sera pendant longtemps un marqueur social. Elle fait partie du raffinement de l'art de la table, même dans l'intimité. En revanche, il y a une bouteille près d'une des corbeilles de fruits. Il s'agit probablement d'un muscat maison qui provient sans doute d'une connaissance proche et dont on se sert soi-même sans façon. Le café est un carrefour social et une famille de substitution. Pour nombre de leurs clients, les cafés sont comme une famille de substitution et une façon de tuer le temps. Vincent van Gogh, en août 1888, écrit à son frère Théo. Je vais aujourd'hui probablement commencer l'intérieur du café où je loge. C'est ce qu'on appelle ici un café de nuit. Ils sont assez fréquents, qui restent ouverts toute la nuit. Les rôdeurs de nuit peuvent y trouver refuge, un asile donc, lorsqu'ils n'ont pas de quoi se payer un logement ou qu'ils soient trop sous pour y être admis. Sous le regard du garçon de café, un couple et quelques rares clients assoupis traînent leur solitude jusqu'à tard dans la nuit. Le vin y côtoie l'absinthe. Le vin accompagne le plaisir d'être entre amis. Au XIXe siècle, associer les bons vins à la bonne chère devient une manière de faire honneur à ses amis. À la fin du siècle, il devient plus naturel d'accorder mets et vins. Le foie gras, qui succédait jusqu'alors au rôti, est servi en premier avec un vin puissant et doux. Suivent les crustacés et des poissons qui s'accordent mieux avec des vins blancs plus légers, plus secs, plus vifs et plus aromatiques, étant servis assez jeunes. C'est ce qu'illustre Toulouse-Lautrec en nous montrant ses amis Natanson, chez qui il venait souvent dîner. La jeunesse du vin blanc permet sans difficulté l'usage de la carafe. Les vins rouges ne paraîtront que pour la seconde partie du repas, sur les viandes, les volailles et le gibier. Le vin est également un compagnon privilégié dans les cabarets, les guinguettes et les bals. Le début du XXe siècle a marqué une étape importante dans l'historique des relations entre les femmes et le champagne. C'est la belle époque, dont le roi des vins et le beau sexe réunis ont été le label. On n'y buvait pas le champagne parce que l'on voulait se désaltérer ou déguster un grand vin, mais parce qu'il était le révélateur du plaisir de vivre. Une société cosmopolite se retrouvait dans tous les endroits à la mode. Le champagne coule donc à flots Monico, à Pigalle, et le bruit y est assourdissant. Claquement des talons hauts des femmes, claquettes des hommes, musique au son fort, le champagne rend les femmes d'une verve étourdissante. Le vin est l'allié de la séduction et du plaisir amoureux. Le vin, même à faible dose et sans être effervescent, est souvent l'allié de la séduction, de l'amour, sinon de l'érotisme. Vermeer, un des plus grands maîtres de la peinture, va consacrer 7 de ses œuvres aux méfaits du vin, sur un total de seulement 35 connus. Le vin est ici très clairement désigné comme l'instrument de la séduction, à qui il donne toute sa saveur. L'homme qui offre du vin à cette jeune fille espère bien que la prise de cet aphrodisiaque, de ce filtre d'amour, lui enlèvera toute résistance. Elle semble encore hésiter, et nous prend à témoin. Va-t-elle se laisser emporter par l'ivresse de ses sens? Le vin participe au plaisir de la vie en société. Pour les classes laborieuses des XVIe et XVIIe siècles, tout est prétexte pour oublier la dureté de la vie quotidienne. On célébrait aussi bien l'arrivée de l'été que la fin des moissons, un saint patron ou une des très nombreuses fêtes religieuses. L'une des plus fréquemment mises en scène est l'Épiphanie, connue généralement sous le nom de fête des rois. Très populaire, elle a longtemps été considérée plus importante que Noël. Si la fête était religieuse, la galette des rois était une tradition familiale, bien ancrée, qui donnait lieu à force réjouissances et vins. À l'arrière-plan, on peut lire l'inscription suivante dans un cartouche: Nil semillus insano
quam ebrius, c'est-à-dire rien n'est plus proche d'un fou qu'un ivrogne. Le vin s'invite en politique. Depuis toujours, les vins d'honneur font également partie de la vie politique. Ulysse, roi d'Ithaque, offre du vin au prince chez qui son navire fait escale. Francesco Guardi nous convie à Venise à un concert féminin au Palais Philharmonique. Le fils de Catherine II de Russie, le tsarevitch Paul Petrovitch, et sa seconde femme sont en visite. Pendant toute une semaine, ce ne sont que festivités. Une des réceptions organisées en leur honneur, Una Magnifica Festa da Ballo, est animée par le célèbre ensemble orchestral et vocal des orphelines de la Pietà. Des verres de vin sont proposés à l'Assemblée. De l'ébriété à l'ivresse, il n'y a qu'un pas. Un jeune homme influençable et originaire de la campagne vient de débarquer à Londres. Héritier d'une belle fortune, il va rapidement la dilapider. Il se trouve ici dans une taverne à prostituées dans le quartier chaud, à l'époque, de Covent Garden, au beau milieu d'une orgie. Avachi, épuisé, il a l'air émasculé et ridicule et se fait détrousser. Les vins étrangers, comme le rapportent les auteurs de l'époque, l'ont rendu aussi saoul qu'un lord, as drunk as a lord. On peut voir sur les murs un portrait de François-Auguste de Pontac, son père, Arnaud III de Pontac, créateur du fameux New French Claret, l'a 60 ans plus tôt envoyé à Londres pour y ouvrir le tout premier restaurant. Il fut vite et longtemps considéré comme un grand chef. Le vin des connaisseurs est celui du savoir boire et du savoir parler. De hauteur de chasse, ces gentilshommes, proches du souverain, le roi Louis XV, mangent des huîtres, très à la mode du XVIIIe, et venant d'Angleterre. Ils boivent du champagne, explicitement surnommé du saute-bouchon. Serviteurs et convives suivent des yeux le bouchon. Le prix élevé du champagne ne le rend accessible qu'aux cours royales et princières, et aux milieux fortunés de Paris et de Londres qui le considéraient comme le vin le plus adapté aux gens raffinés. Du pétillement du vin à celui de l'esprit, il n'y a qu'un pas, ces connaisseurs dégustent et échangent leurs impressions, se grisant de mots pour décrire sa couleur, ses arômes, son goût. Leur seule ivresse est celle du langage. Comme quoi, savoir boire et savoir parler vont de pair. Vous aimeriez peut-être en voir plus. 700 œuvres vous attendent sur le site du musée. Un parcours fléché vous est proposé ou, si vous préférez, une visite rapide avec la sélection du musée virtuel du vin. Enfin, libre à vous, bien sûr, de piocher ce qui vous intéresse. Bonne visite.